Maintenant, on va voir comment on peut compter avec des groupes, c'est-à-dire se servir de la structure de groupe, la magnifique symétrie qu'il peut y avoir chez les groupes pour compter. Ce qu'il faut comprendre d'abord, la première chose, c'est le lemme du berger. Le lemme du berger, c'est la base de tout dénombrement. C'est-à-dire, je vais écrire avec des patates, parce que j'aime bien écrire les choses avec des patates. T'aimes-tu ça la patate? Ici, vous prenez une application F d'un ensemble X vers un ensemble Y, et on suppose que chaque élément de Y a le même nombre d'antécédents. Voilà les antécédents, et puis là ici, voilà. Alors, il y a le même nombre d'antécédents. Alors, dans ce cas-là, ce nombre d'antécédents qu'on va appeler K, si on le multiplie par le cardinal de Y, eh ben, ça va nous donner évidemment le cardinal de X. Il faut imaginer que Y, c'est un ensemble de moutons. Ça, c'est l'ensemble des pattes des moutons. Si on veut connaître le nombre de pattes, il faut multiplier le nombre de moutons par le nombre de pattes qu'a chaque mouton. C'est pour ça qu'on l'appelle le lemme du berger. Voilà. Alors, il se trouve qu'un groupe, G, si G est un groupe, ça va être une machine à nous créer une telle jolie symétrie, parce que ça, cette propriété, elle est quand même assez rare, mais dans un groupe, ça ne va pas être rare, ça va être très fréquent. Donc on va voir, on va supposer que c'est un groupe qui agit sur un ensemble X. Voilà. Alors qui agit, ça veut dire que l'élément neutre du groupe, son action est triviale, hein, donc, et quand petit g agit, et ensuite g' agit sur ce que agit g, alors c'est comme si c'était g' qui agissait directement sur l'élément de grand X. C'est juste ça, une action de groupe. Et ben, il se trouve que ce qui va se passer, c'est qu'on peut regarder l'application qui a X donné, X fixé 1, on l'appelle phi X qui va de G dans X, et qui a petit g associe l'action de G sur X. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez voir que un sous-groupe qui va être important, ça va être le stabilisateur. Donc ça, c'est l'ensemble des G dans le grand G, tel que G.X égale X. Et on va reprendre notre petite patate. Cette fois-ci, on va prendre ici G. Ici, on va prendre l'orbite de X, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont sous la forme G.X quand G écrit grand G. Voilà. Donc comme ça, on est sûr que c'est surjectif. Hein. En fait, je pourrais effacer ici. Je vais mettre ici. Là, je vais mettre l'orbite de X. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose de surjectif. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ici l'élément neutre qui va aller vers E.X, donc finalement vers X. Et quels sont les éléments qui vont vers X? Eh bien, en fait, par définition, les éléments qui vont vers X, c'est exactement le stabilisateur de X par définition du stabilisateur. Voilà. Maintenant, je veux ici un élément Y. Et je suppose que Y est égal à G.X. Alors, qui va aller vers Y? Eh bien, forcément G. D'accord? Et puis, les éléments de la forme GH avec H appartenant à GX. Ces éléments-là, j'appelle, c'est la classe GGX. C'est le G, GX translaté par petit g.
Et bien tout ça, ça va aller aussi vers, ben oui, puisque h il fixe x, donc h va fixer x, et donc on va bien avoir gx. Et réciproquement, c'est très facile de voir que les éléments qui vont aller vers g.x, c'est exactement cet ensemble-là. Mais, comme G est un groupe, tout élément de G est inversible, ce qui veut dire que entre cet ensemble-là et cet ensemble-là, il y a une bijection. Il y a une bijection, c'est-à-dire ici on multiplie par G, et pour aller de là vers là, on multiplie par G-1. Donc c'est une bijection, ici, ce qui fait qu'il y a toujours le même nombre d'éléments, exactement comme dans notre lettre numérique. Donc ici, j'en arrive au fait que le cardinal de l'orbite de x va, d'après cette formule, parce que là c'est le y, il va falloir diviser, c'est le cardinal de g divisé par le cardinal de gx, puisque tous mes moutons ici ont le même nombre de pattes, je peux appliquer le Lemneberg. Maintenant, on va tout de suite voir un exemple. L'exemple, c'est l'exemple du groupe Sn. C'est le groupe des permutations d'un ensemble à n éléments qui agit naturellement sur l'ensemble des entiers de 1 à n. Et bon, il agit, hein, on a sigma dans Sn, et sigma de un i là-dedans, c'est sigma de i. Tout simplement, il agit ce qu'on appelle l'action naturelle. Et bien, on va, grâce à cette formule, dans un premier temps, alors que la formule, elle est censée nous faire comprendre quel est le cardinal de OX, en fait, elle va, ici, nous faire comprendre le cardinal de G, c'est-à-dire ici de Sn. Bon, on le connaît, le cardinal de Sn, mais on peut le voir facilement. C'est-à-dire, ici, on a Sn qui agit là-dessus, on va prendre x égale 1, d'accord? G, c'est Sn, donc on va avoir le cardinal de G sur le cardinal de Gx qui va être égal au cardinal de x, parce que l'orbite de 1, bah, c'est tout x, d'accord? Puisque à partir de 1 et des permutations, on peut toujours avoir tout x. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que G? Bah, le cardinal de G, bah, c'est le cardinal de Sn, évidemment. Et Gx, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des éléments qui stabilisent 1. Et s'ils stabilisent 1, ça veut dire qu'ils vont stabiliser aussi le complémentaire de 1 là-dedans. Donc les éléments de 2 à n. Et ce qui va faire que il y aura une bijection, bon, même un isomorphisme, mais une bijection entre Gx et Sn-1, puisque maintenant, à partir du moment où on regarde le stabilisateur de 1, ça revient à regarder tous les éléments qui permutent n-1 éléments. Voilà. Donc on a la formule que cardinal de Sn sur cardinal de Sn-1, ici je me suis trompé, c'est cardinal de x, et ça c'est cardinal de x, c'est-à-dire n, d'accord? Donc on a n, avec bien sûr S1 qui est égal à 1, et ça nous fait bien sûr que la formule connue que Sn c'est factoriel n. Voilà déjà, on est fort de cette chose. Alors maintenant, on va maintenant se servir de cette formule pour calculer, et c'est là où on va voir la théorie des groupes en action, hein, justement. Par exemple, on calcule dans un n, on veut connaître l'ensemble des partitions de x égale 1n, de 1n, ayant un nombre d'éléments
Donc on va prendre, donc ici on va prendre n égale 8, hein, comme ça c'est bon. Donc 3, 2, 2, 1 élément. Donc par exemple, évidemment, on va prendre la partition de 1, 8, donc on va prendre 1, 2, 3, ensuite on va prendre 4, 5, 6, 7, 8, mais on aurait pu prendre un autre exemple, 2, 3, 5, 1, 8, que je ne me trompe pas, il manque 4, 6 et 7. Voilà, j'aurais pu prendre cet exemple-là. Alors combien il y en a? Eh bien, en fait, c'est facile de voir que Sn agit naturellement sur l'ensemble de ces partitions. D'accord? Alors, quand on veut savoir combien il y en a, même si il y en a un certain nombre de gens qui le savent, ce sont les nombres multinomiaux, hein. Donc, on va avoir, et l'action est ce qu'on appelle transitive, c'est-à-dire, si on appelle G Sn, si lui on l'appelle X, donc c'est que cet ensemble, c'est égal exactement à G.X. La preuve, regardez, si on veut passer de lui à lui, il suffit d'envoyer 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 5, 4 sur 1, 5 sur 8, etc. Et on aura ce qu'on veut. D'accord? Donc l'action est ce qu'on appelle transitive. Et maintenant, puisqu'elle est transitive, eh ben, on peut calculer le nombre cherché. Et donc, le cardinal de Sn, le cardinal de G, sur le cardinal de G.X. Mais maintenant, stabiliser X, on veut stabiliser, ça veut dire que là ici, ça veut dire qu'on stabilise ces éléments-là, on stabilise ça, d'accord? Et on stabilise. Alors ici, la partition, je vais la supposer quand même ordonnée, hein, pour pas qu'il y ait de... Voilà. Comme ça, il y a un ordre ici, c'est des quadruplés, hein, d'accord? Il y a un ordre, lui doit être stabilisé et lui doit être stabilisé. Ces deux-là ne se croisent pas. Alors, donc, ça veut dire que ici, on va avoir égal à, donc, ça, Gx, on va avoir factoriel 8 divisé par, et bien ici, on a factoriel 3 possibilités, factoriel 2, factoriel 2, et ici, factoriel 1, évidemment. Donc, c'est les nombres multinomiaux. Voilà. Maintenant, on va commencer avec les actions du groupe linéaire. C'est-à-dire, c'est encore des permutations, mais qui doivent respecter la linéarité. Donc, on regarde GLN sur un corps. D'accord? Et on va supposer que le corps est fini, comme ça on va pouvoir compter. Alors si vous voulez, vous avez des exemples de corps, K égale Z sur PZ où P est premier, ou alors, pour ceux qui connaissent, FQ, les corps FQ, où Q c'est une puissance d'un nombre premier, P. Alors là maintenant, ce qui est important, c'est que ça va agir, son action de prédilection, autant Sn il agissait sur l'ensemble de 1 à n, autant GLN de K, il agit naturellement sur K puissance n, évidemment, sur l'espace vectoriel K puissance n. Mais là, cette fois-ci, c'est pas transitif parce qu'il y a 0, il y a deux orbites. L'orbite nulle, donc c'est le 0 de K puissance n, et l'autre orbite, Kn moins 0. En effet, quand on a un élément non nul, et un autre élément non nul, on peut toujours trouver, grâce au théorème de la base incomplète, un élément de GLN qui envoie le premier sur le second. Donc là, ça va faire une orbite. Et comme tout à l'heure, comme on l'a fait avec le cardinal de Sn, ça nous permet,
Alors on peut le faire avec le cardinal de base, je sais qu'il y a des gens qui sont habitués de le faire avec le cardinal de base, parce que ces éléments de GLN sont des matrices de passage, donc il y a autant de bases que d'éléments de GLN, mais là on va le faire autrement, et on va dire que GLN, le cardinal de GLN, de K, hein, je ne le répète pas, sur le stabilisateur, bon là je l'écris stab, alors d'un certain élément, ça va être ici égal, oui, le cardinal du stabilisateur, je ne dis pas encore de quel élément, ça va être égal au cardinal de l'orbite, c'est-à-dire le cardinal de Kn moins 0. Voilà, alors le stabilisateur de quel élément? Ben, on va prendre un élément particulier, et souvent dans une orbite, on prend ce qu'on appelle un élément de forme normale, on l'appelle E1. Ici, c'est le premier élément de la base canonique, on choisit le plus sympathique. D'accord? Donc ici, on va prendre le stabilisateur de E1. Alors, qu'est-ce que c'est que le stabilisateur de E1? Le stabilisateur de E1, ben, c'est l'ensemble des matrices. Ça, c'est des matrices NN inversibles. Ici, on stabilise E1, donc c'est-à-dire que E1 va vers E1, on n'a que des zéros là. Puis ça y est, on stabilise E1. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une matrice inversible à partir de là. Et vous savez que pour faire une matrice inversible, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est une matrice NN. Mais ici, à cause du déterminant par bloc, il faut absolument que cette matrice-là soit inversible, parce que le déterminant, c'est le produit des déterminants par bloc. Donc, il faut qu'on soit dans GLN-1 de K. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici qu'on a le droit d'avoir Q éléments, etc. Q éléments, d'accord? Donc Q puissance n-1, ce qui va faire que le cardinal de GLN de K va être égal à ce cardinal-là, qui est égal à Q puissance n, donc on va dire que le cardinal c'est P, on va utiliser P, P puissance n-1, parce qu'on a enlevé 0, d'accord, oui, fois, ben, le cardinal ici, alors là j'avais mis Q, j'ai dit que maintenant je mettais P, alors P puissance n-1, fois le cardinal de GLN-1 de K. Voilà. Au final, si on compte que GL1 c'est juste P-1, eh ben, ça va nous faire que GLN de K est égal à Pn-1 facteur de Pn moins P jusqu'à Pn. On montre ça par récurrence facilement grâce à ça. Voilà. Alors, maintenant, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a regardé l'action de Sn sur des parties ayant un certain de 1 à n ayant un certain schéma. Hein. Là, on va faire agir GLN. On va regarder x égale l'ensemble des... Alors là, cette fois-ci, j'essaie de ne pas me tromper, il dit directement des couples. Alors, on va supposer qu'on va faire comme tout à l'heure. E1, on se donne un exemple. Après, c'est très facile de généraliser. Hein. E2, E3, E4. Alors, ce sont des sous-espaces vectoriels. EI, des sous-espaces vectoriels de K, qui est toujours notre corps fini, puissance 8, d'accord, avec la dimension de E1 qui est égale à 3, la dimension de E2 qui est égale à la dimension de E3 qui est égale à 2, et la dimension de E4 qui est égale à 1. Et on veut en plus que les EI soient en somme directe. Voilà. Donc ici, on a une somme directe et tout est en somme directe. Voilà. Alors, il se trouve que, ben, pareil, on veut compter ça. Donc, on veut compter ça. Ce qui n'est pas tout à fait évident. Hein. Et on va essayer de compter
en faisant des actions de groupe, comme on a fait avec Sn, et on va tomber sur des nombres multinomiaux. Alors, je vais déjà prendre une notation, hein, alors que je pense, donc c'est Gn, je vais dire que c'est le cardinal de GLN. Donc il dépend évidemment de n, mais il dépend de p, hein, du cardinal de k aussi, qu'on a calculé tout à l'heure. On ne va pas tout le temps se travailler avec nous, donc on appelle juste Gn. Et maintenant, on va avoir que GLN de k agit aussi transitivement sur x par, alors, tout simplement, quand on va prendre G et qu'on va prendre E1, E2, E3, E4, et ça va être tout simplement G de 1, G de 2 jusqu'à G de 4. Et c'est transitif, d'après le théorème de la base incompacte, non même pas, on va prendre une base ici, une base ici, une base ici, une base ici, et ici on prend un autre, on prend un élément quelconque. Il faut trouver un G qui envoie ça là-dessus. Il suffit de prendre une base ici qui est compatible avec cette somme directe, une base ici compatible avec cette somme directe, puisqu'on a des sommes directes, et le théorème fondamental de l'algèbre linéaire nous assure qu'il va y avoir un élément G, et même qu'il est unique, qui envoie cette base sur cette base, donc qui va envoyer les EI sur les EI. Donc on a une action qui est transitive. Il suffit de regarder dans une base correcte. Et dans une base correcte, le stabilisateur, Gx, donc on veut stabiliser E1, donc les premiers éléments, donc ici il va y avoir les trois premiers éléments, donc ici on va avoir GL3, et on stabilise GL3. Maintenant on va avoir deux éléments ici, il va falloir stabiliser, il va falloir mettre GL2 ici deux éléments. Donc on regarde le stabilisateur, et là, un seul élément, GL1, ici. Ce qui va faire que on va avoir, là c'était GL8, et là c'est Gn, mais GL8. Donc ici, ça va nous donner que le cardinal de x est égal à G8 sur G3, G2, G2, G1. D'accord? Et c'est vraiment très généralisable. En général, on va avoir des nombres, si on prenait des dimensions quelconques, on aurait Gn sur le produit de Gmi pour i égale 1 à k, où on a pris des partitions telles que M1 plus Mk est égal à 1. Voilà. Maintenant, avec ça, on va pouvoir calculer le nombre de matrices diagonalisables. D'accord? On va appeler Dn égale l'ensemble des matrices diagonalisables de Mn de K, où K c'est toujours notre corps. On peut prendre toujours Z sur Pz, où P est un nombre premier. Alors, d'abord, on va dire la chose suivante. Pour calculer Dn, donc on veut calculer le cardinal de ça. Ce qui est quand même assez surprenant qu'on puisse le faire, quand même. C'est quand même un objet assez subtil. Mais en fait, Dn est en bijection avec l'ensemble on va dire, des x, si j'appelle m, x indice m, ça, x indice m, d'accord, c'est ce que je vais appeler, alors, donc je vais les appeler E0, EP-1, en somme directe, d'accord, EI égale KN, donc ça c'est des sous-espaces en somme directe comme tout à l'heure, de 0 à P-1, et donc ils sont en somme directe, et avec une dimension de EI égale MI. Donc ça c'est un PUPLé, hein, d'éléments comme ceci. Voilà.
Voilà. Alors, maintenant, je regarde la réunion pour tous les m tels que les mi soient positifs et la somme des mi soit égale à n, pour qu'on puisse avoir cette égalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette bijection? Ben, à un élément G qui est diagonalisable, on associe tous les sous-espaces propres. Puisque c'est diagonalisable sur K, ça veut dire que c'est somme directe, et puis les valeurs propres, elles vont de 0 à P-1, puisqu'elles sont dans K. D'accord? Les valeurs propres vont là-dedans. Donc ici, on associe le sous-espace propre pour la valeur propre 0, pour la valeur propre 1, pour la valeur propre P-1, donc ça c'est les sous-espaces propres. Et ça c'est complètement déterminé. Et inversement, à partir de là, c'est facile. À partir du moment où on a les sous-espaces propres, il suffit de prendre G, qui vaut 0 là-dessus, qui vaut l'identité là-dessus, 2 fois l'identité là-dessus, jusqu'à P- une fois l'identité là-dessus. Et donc on a bien une bijection entre les deux. Ce qui va faire que le cardinal de dn est égal à la somme, puisque c'est des réunions disjointes, dm pour tous les m tels que les mi soient positifs ou nuls, et somme de mi égale n, i égale 1 à k, d'accord, à P-1, de 0 à P-1, pardon, i égale 0 à P-1, voilà. Et ici, ça, on l'a calculé. Donc, c'est la somme pour les mi positifs, somme des mi, i égale 0 à P-1, est égale à n de Gn sur G0. Donc ici, on va prendre Gm0 jusqu'à Gm P-1 d'après la formule qu'on a obtenue tout à l'heure. Et on a une jolie formule. Voilà. Alors, maintenant, regardez bien cette formule et on va en voir une interprétation élégante. C'est-à-dire que, comme souvent dans la combinatoire, quand on veut avoir toute une suite de cardinaux, voilà, et au lieu d'avoir toute la suite, on va regrouper la suite en ce qu'on appelle une série génératrice. C'est-à-dire que si ça, on l'appelle dn, donc c'est le cardinal c'est le nombre de matrices diagonales en dimension n, diagonalisable, pardon, en dimension n, alors, dn, ça c'est dn. Alors on va regarder la série génératrice, ici, dn, zn, et où z c'est un complexe, et n est positif. Mais cette série risque d'avoir un rayon assez faible, et parce que dn est quand même assez grand, on le verra tout à l'heure, dn est assez grand. Et donc il faut freiner dn. Pour freiner dn, on fait ce qu'on appelle les séries exponentielles, c'est-à-dire qu'on freine dn avec un factoriel n. Mais comme ici, ça ne va rien nous apporter factoriel n parce qu'on est en algèbre linéaire, le bon groupe, ce n'est pas le groupe de permutation, ce n'est pas le groupe symétrique, c'est le groupe linéaire, on va diviser par gn. Et en fait, quand on regarde, ici, le membre de gauche, quand on va diviser par gn, d'accord, on va avoir dn sur gn, dn ici sur gn, qui va être égal à une certaine somme de 1 sur gm0 jusqu'à gmp-1, voilà, pour certains m qui vérifient un certain nombre de choses, on vérifie que ça veut dire tout simplement que ça c'est égal à z puissance m sur gm de m supérieur à 0 et le tout puissance p. Comme ça, quand on va développer, le terme en zn va être égal à la somme de toutes ces choses-là, donc ça va être égal à ça. Voilà. Alors il faut faire attention, parce que maintenant,
si on veut écrire, pouvoir utiliser cette formule pour pouvoir montrer cela, il faut identifier et il faut que le rayon de convergence de la série soit non nul. Et c'est pour ça que c'est important de freiner ici pour avoir, ici dn va être plus petit, bon, on peut imaginer que dn va être plus petit que gn, hein, il y a moins de matrices diagonalisables en général que de matrices inversibles, donc on va avoir dn plus petit que gn, et ça va avoir un rayon de convergence raisonnable, en tout cas certainement non nul. Et ça nous fait une jolie formule qui synthétise bien les choses, puisque ça, on peut imaginer que cet élément va nous donner, va synthétiser toutes les cardinaux des matrices du nombre de matrices diagonalisables. Voilà. Donc, dans cette somme, il y a beaucoup de répétitions parce qu'il y a des choses nulles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que quand on va avoir si par exemple, je prends M0, M1 et MK. Ici, comme P est grand, je vais supposer qu'il n'y a que des zéros. D'accord? Donc ça, c'est mon M-play. Et si je prends l'autre M-play où je vais mettre 0 ici et je vais tout décaler M0, MK-1, MK 0, 0. Donc là, ici, la somme fait n, hein, sigma dmi égale à n. Et après, il y a des zéros. Et bien, le nombre ici obtenu, le produit ici, hein, puisque G0, je vous rappelle que G0, c'est facile à calculer, c'est le cardinal en dimension 0, il n'y a que l'identité, hein, donc c'est 1. Et bien, ici, on va avoir exactement le même nombre. Donc on est en train d'ajouter des nombres qui se ressemblent. Et en fait, à chaque fois qu'on prend, on va dire, on fixe un K qui va correspondre au nombre d'éléments de non nuls, de MI non nuls. Donc, finalement, MI, ces MI-là vont être strictement positifs puisqu'ils étaient positifs ou nuls. Donc, on part de M0 jusqu'à MK-1, 0, 0, avec la somme des MI ici est égale à N. Et à chaque fois qu'on a I0 inférieur à IP-1, compris entre 0 ici, entre 1 et P, donc ça c'est, voilà, on va pouvoir ici placer donc un élément, ici 0, et à I0 on va mettre M0, au moment de I1 on va mettre M1, et etc. jusqu'à IP-1 où on va mettre MP-1. Et ensuite, on remplit avec des zéros. Et ces éléments-là, on peut les regrouper puisqu'ils vont tous correspondre au même 1 sur G M0, G MP-1. Puisque tous les zéros correspondent au niveau, parce que les G0 ça va être des 1, donc ici ce produit-là va être le même pour ça et ça. Donc on fait du regroupement, et ça c'est important. Ça veut dire que dn, ça va être la somme donc de Gn. Ici, j'ai fixé K, donc K il va être positif. Et là, comme j'en ai regroupé, ben, je vais en prendre. Ici, je cherche K parmi P et je fais maintenant le produit, alors Gn sur le produit. Alors il va falloir que maintenant je fasse une somme
avec des m, mais cette fois-ci mi, i de 0 à k-1, et les mi, eux, ils doivent être strictement positifs, ce qu'on avait dit. Donc maintenant, les muplets, d'accord, il y en a k, exactement, d'accord, des strictement positifs, je ne garde que les positifs, et là, je prends gmi pour i égale 0 à k-1. Voilà. Ce qui fait, en fait, une formule qui, l'air de rien, va nous donner plus de renseignements. Voilà. Et on va voir ça un peu plus tard. Allez, comme dit le dentiste, c'est bientôt fini. Ici, on a que la somme des mi est égale à n. Alors, pourquoi on a écrit une jolie formule qu'on avait tout à l'heure en une autre moins jolie formule finalement? Parce que l'autre formule, les sommes étaient indexées sur des ensembles infinis. Alors que là, on va pouvoir trouver des comportements asymptotiques parce que les sommes sont indexées sur un ensemble fini. Effectivement, là j'ai écrit k supérieur ou égal à 0. Mais comme les mi, k c'est le nombre de i qu'on a ici, les mi sont forcément en nombre inférieur à n puisqu'ils sont strictement positifs et que la somme fait n. Donc k va forcément aller de 1, il y a forcément au moins un élément pour que ça fasse n, et jusqu'à n. Voilà. Là, tout ça, c'est fini. Cette somme-là est finie. Donc, il n'y a plus qu'à regarder pk gn sur le produit des i égale 0 de k-1 gmi ici. Et quand on regarde ça, on va regarder ça pour p assez grand. Ici, on va avoir, ça c'est p puissance k sur factoriel k. Et ici, on va avoir, donc c'est équivalent à, je cherche un équivalent. Ici, Gn, c'est facile avec la formule qu'on avait tout à l'heure, que Gn c'est équivalent à P puissance N2 sur, ici, le produit des P puissance Mi carré, d'accord, avec I égale 0 à K-1. Voilà. Alors, maintenant, ça veut dire qu'il va falloir arranger un élément qui est, on va regarder l'exposant en P, c'est K plus N2 moins la somme des Mi carré, d'accord? Et ici, c'est inférieur à K plus N2 moins somme des Mi. Puisque les Mi sont plus grands que 1, Mi carré est forcément plus grand que Mi. Mais la somme des Mi, c'est N. Donc ça, ici, c'est inférieur à N, K est inférieur à N, et ça va être N2 moins N. Donc plus N2 moins N, donc ici, ça va être inférieur à... Donc K est inférieur à N, plus N2 moins N, et là, ça va faire N2. Maintenant, quand est-ce que c'est atteint? C'est atteint. Est-ce que c'est atteint? Oui, on voit que c'est atteint si et seulement si tous les Mi carrés sont égaux au Mi. C'est-à-dire si et seulement si les Mi carrés sont égaux à Mi. Et c'est-à-dire, comme Mi est strictement positif, si et seulement si les Mi sont tous égaux à 1. Et donc, effectivement, on va prendre le 1, 1, 1 couplé avec n éléments ici, et ça va être atteint. Ce qui va faire qu'ici, k sera égal à n, et on va avoir comme équivalent p puissance, alors donc qu'est-ce qu'on a fait, On était parti d'une formule qu'on avait obtenue grâce aux actions de groupe. On a simplifié un petit peu cette formule pour avoir des sommes finies. Le fait qu'on a des sommes finies va faire qu'il va falloir prendre le plus grand des équivalents dans cette somme. Et le plus grand des équivalents, d'abord on regarde les équivalents, on tombe sur cette formule-là, pour l'équivalent de chaque terme. Et il y a à un seul endroit
qu'on atteint le maximum qui est N2, et c'est atteint quand tous les MI sont égaux à 1. En gros, si vous voulez, intuitivement, ça revient à avoir que des valeurs propres simples. Ce qui est bien l'idée qu'on a que si on tombe sur une matrice diagonalisable, a priori, il y a des chances que toutes les valeurs propres sont simples. D'accord? Ici, on a ça. Et c'est-à-dire qu'on a 1, 1, 1, 1, 1, voilà, et après que des zéros, voilà. Ce qui va nous donner, on reprend cette formule-là, cet équivalent. Ici, puisque K est égal à N, ici, parce que la somme des MI est égale à N, donc la somme des 1 est égale à K et aussi égale à N, donc K égale N. Et ici, on va obtenir cet équivalent-là qui va être atteint uniquement pour ce MUPLE-là, ce qui va nous donner ici que tous les autres seront plus petits et seront éliminés. Donc maintenant, on reprend. On a que dn est équivalent à Pn2 sur factoriel n. Alors ça, c'est intéressant et il faut un peu le comprendre. C'est-à-dire que l'ensemble des matrices diagonalisables, c'est dans l'espace vectoriel des matrices Nn, et ça, c'est de cardinal, P puissance la dimension, et la dimension, c'est N2. D'accord? C'est des matrices carrées. Donc, la probabilité, quand on prend une matrice au hasard, alors ici, j'ai pas écrit, mais c'est quand P tend vers plus l'infini. Hein. La probabilité, quand on prend une matrice au hasard, de tomber sur une matrice diagonalisable, ça va être la probabilité, quand P tend vers l'infini, hein, bien sûr, ça va être, on a un équivalent, ça va être qu'on va, on va diviser ça par Pn, donc ça va être 1 sur factoriel n. Et autant sur R et C, on avait des ouverts denses, on avait l'impression que c'était énorme, autant là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Voilà. Et on va compter sur un corps fini les matrices de taille Mn de rang R. Donc on regarde les matrices de rang R on va prendre des matrices même rectangulaires, hein, ici, donc petite m' n colonnes, et puis on est sur un corps K, et on va dire que le cardinal de K sera Q, et on peut imaginer que c'est un nombre premier. Je vous rappelle quelques petits résultats, oui, parce que quand K c'est Z sur PZ, on sait que Z sur PZ est un corps. Tous les corps finis ne sont pas sous cette forme, mais voilà, on appelle ça Q. Alors maintenant, on rappelle quelques résultats. D'abord, on avait compté le nombre de bases sur des bases 2, on va mettre 2 Kn, et il y en a Qn-1, c'est-à-dire on commence par un élément de K puissance n de l'espace vectoriel Kn, mais qui n'est pas nul, et on va compléter cette partie libre, puisque c'est un élément non nul, par une base, en prenant d'abord un élément de Kn qui n'est pas sur la droite, engendré par le premier élément, puis un élément qui n'est pas sur le plan, donc il y en a Q2, engendré par les deux autres, etc. Et on va jusqu'à Qn moins Qn-1. Ce nombre-là, on l'a appelé G indice n, et G indice n, c'est aussi forcément l'ordre, ou le cardinal si vous préférez, de Gln de K, puisque si on voit les inversibles comme des matrices de passage de Gln, on voit que Gln compte le nombre le cardinal de Gln compte le nombre de bases. Voilà. Alors maintenant, avec ça, on va en préliminaire compter, on va compter le nombre de sous-espaces, donc on va appeler GR
Kn égale, alors ça s'appelle la grassmannienne, les sous-espaces de K puissance n, donc ce sont des sous-espaces, hein, et qui sont de dimension K. Alors ça, on le fait avec des groupes, hein, et comment on fait? Donc on commence à avoir l'habitude, hein, ici on fait agir GLN de K, c'est un groupe, c'est le groupe des matrices inversibles qui agit sur cette grassmannienne par un G et puis un F, on associe l'image directe G de F. C'est toujours la même chose, on a des actions qui sont naturelles, hein, on regarde l'image de l'espace par l'automorphisme. Alors, maintenant, oui, ça va rester un sous-espace, évidemment, et comme ça, comme GL, c'est des éléments inversibles, la dimension, elle est conservée, on a toujours la dimension égale à K, donc c'est bien défini, hein, et puis ça fait bien une action. Donc maintenant, comment ça va nous servir? D'abord, l'action est transitive, ça veut dire que GR de Kn, c'est une seule orbite, d'accord? Alors pourquoi c'est vrai? Pourquoi l'action est transitive, hein, donc on prend deux sous-espaces, F et F', et il faut trouver ici un G qui envoie F sur F', sachant qu'ils ont la même dimension. Alors, c'est toujours les mêmes choses. La transitivité dans le linéaire, c'est souvent lié, ou dans la fine, hein, à des problèmes de théorème fondamental. Donc, il faut l'existence d'un élément qui fait passer de là vers là. Et c'est souvent le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, ou de l'algèbre affine, ou de l'algèbre, ce que vous voulez, qui va jouer là-dedans. On part d'une base E1, EK de F, et d'une base E'1, E'K de F', et on a le théorème de la base incomplète qui nous permet de compléter ici en une base. Donc ça c'est le théorème de la base incomplète. Ici pareil, le théorème de la base incomplète nous permet de compléter en une base de Kn. Et maintenant, le théorème fondamental de l'algèbre linéaire nous permet de dire qu'il existe un G. On a unicité là maintenant, mais on n'en avait pas besoin de temps. Et on a ce G qui va envoyer cette base sur cette base. Donc cette base de F sur cette base de F. Et donc G de F est bien égal à F', comme voulait la transitivité. Maintenant, il reste à voir, pour pouvoir calculer le cardinal GRKN, d'accord, on veut calculer ce cardinal-là, et ça devient le cardinal d'une orbite, et donc ça devient le cardinal de GLN de K, qu'on sait calculer, sur le cardinal du stabilisateur d'un élément qu'on a bien choisi, hein, donc ça va être un espèce de F0, ça va être un sous-espace bien choisi là-dedans pour que le calcul de ce stabilisateur soit le plus facile possible. C'est ce qu'on appelle les éléments de forme normale, éléments de forme normale dans une orbite. Voilà, alors maintenant on continue. Quel est le stabilisateur? D'abord, qu'est-ce qu'on va choisir comme élément de forme normale? Eh bien, on va dire qu'on a une base canonique de K puissance n,
Cette base canonique, c'est, on va encore reprendre les mêmes notations, hein, E1, En, d'accord, et F0, par définition, ça va être le sous-espace engendré par E1 jusqu'à EK. Donc ça va bien être un sous-espace de dimension K, et lui il va être parfait, parce que qu'est-ce que ça va être le stabilisateur de F0? Ça va être l'ensemble des matrices de la forme. Et ben, comme ça va stabiliser le sous-espace F0, ça veut dire que dans la base canonique, puisque les matrices elles s'écrivent dans la base canonique, ici on va avoir E1 jusqu'à EK, ici on va avoir EK plus 1 jusqu'à EN, et là on veut stabiliser F0, donc ici on veut avoir 0 là. D'accord, donc bon, je vais effacer ici. Alors maintenant ça y est, on a stabilisé F0, c'est fait, et ici on a ce qu'on veut. Alors pas tout à fait ce qu'on veut, parce que ce ne sont pas des matrices quelconques, ce sont des matrices inversibles. On est dans GLN de K. Voilà. Donc pour la réciproque, il faut bien voir que ça doit être inversible. Donc vous connaissez le calcul du déterminant par bloc, hein, le déterminant doit être non nul pour être inversible, et le déterminant par bloc, c'est le produit des blocs diagonaux. Donc ça veut dire que tout ça, ça doit être non nul. Ici, on va avoir du GLN de K, et ici, on va avoir forcément du GLN N-K. Ici, on a une matrice rectangulaire, K, N-K, et donc, quel est le cardinal? Donc ici, c'est l'ensemble de ces matrices-là. Donc quel est le cardinal du stabilisateur? Eh bien, on l'a dit, c'est G indice K, puisqu'on avait dit qu'on appelait ce cardinal G indice K, fois G indice N-K, fois, eh ben, faut compter combien on a de matrices. Là, on a quartier libre, hein. Donc chaque fois, d'accord, on a combien d'emplacements? On a K facteur de N-K, c'est un rectangle, emplacement, donc c'est Q facteur de K, N-K. Voilà, on va pouvoir donner le cardinal de la Grassmannienne, et le cardinal de la Grassmannienne, c'est donc Gn sur Gk, Gn-K, Q, K, N-K. Maintenant, on va travailler un petit peu sur cette formule. Ici, je peux mettre un certain Q en facteur, Q, Q2, Qn-1. Donc ici, je vais avoir un certain facteur. Je vais mettre un petit triangle, d'accord? Ça veut dire que c'est un nombre triangulaire. Vous commencez par 1, puis 2, jusqu'à n-1. Et il va rester Qn-1, Qn-1, moins 1, une fois que j'ai mis en facteur Q, et jusqu'à Q-1. Voilà. Ici, pareil, je peux mettre un petit triangle en facteur. Ici, un petit triangle en facteur. Et ici, vous avez un rectangle. D'accord? Après, vous avez des choses qui vont rester, qui vont être l'analogue de ça. D'accord? Donc, je ne vais pas avoir la place de l'écrire, mais je vous laisse l'imaginer. Donc, c'est la même chose avec un K, et la même chose que ça avec un N-K. Bon, maintenant, là où je veux insister, c'est que ce triangle-là, c'est un triangle comme ceci. Ce triangle-là, ça va être le triangle où on a commencé jusqu'à K. Et ce triangle-là, c'est N-K, il va être ici. Et ce rectangle-là, c'est ce rectangle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on va faire ça, moins ça, moins ça, moins ça, ça va faire 0.
Hein, voilà, hein, c'est quelque chose d'assez agréable. Je pense que c'est pour ça que les anciens, ils disaient, on regarde A au carré, A au cube. C'était une façon de continuer à faire de la géométrie, de penser géométriquement des choses qui étaient des calculs, de faire des calculs pratiquement. Alors ici, je vais essayer de dire les choses comme ça. Alors, c'est Qn-1, Qn-1, moins 1, jusqu'à Q-1. Et là, je vais mettre QK-1, QK-1, moins 1, jusqu'à Q-1. Et Qn-K, moins 1, pareil, hein, jusqu'à Q-1. Et ça, vous pensez forcément à des formules de combinatoire. Donc, dans la combinatoire, effectivement, hein, quand on a commencé à faire de la combinatoire qu'on fait en lycée, hein, on regarde des ensembles à m éléments, des sous-ensembles à m éléments, dans des ensembles à n éléments. Et là, on est en train de regarder des sous-espaces vectoriels de dimension k, on va dire, dans des espaces de dimension n. D'accord? Donc c'est très très analogue, et c'est logique qu'on ait à peu près le même type de résultat, sauf qu'il y a un cardinal de Corr au milieu de ça. C'est pour ça que ça va prendre cette forme-là, donc ici on l'appelle n, et là k. Et on rappelle que c'est indiscu, donc on le met entre crochets au lieu de le mettre entre parenthèses, donc c'est k parmi n, donc c'est des coefficients binomiaux quantiques. On a montré que le nombre de sous-espaces de dimension k dans un espace de dimension n sur un corps de cardinal k était égal à un certain nkq. Et on peut déjà disserter un petit peu là-dessus. Vous remarquez que c'est aussi égal, comme pour la combinatoire classique, hein, avec les nombres binomiaux, c'est égal, c'est symétrique, c'est égal à n-k, q, hein, d'accord? Parce que ici, on a un qn-1 jusqu'à q-1 sur qk-1 jusqu'à q-1 fois qn-k-1 jusqu'à q-1, voilà. Et en fait, quand on change k en n-k, dans les dénominateurs, il y a un changement, mais ça commute et ça donne exactement le même nombre. Alors, cette égalité des nombres, pourquoi elle est vraie? Ben oui, parce que en fait, c'est l'idée de l'orthogonalité. Quand il y a une égalité de nombres qui représente des cardinaux, ça veut dire qu'il y a des bijections derrière. Cette bijection, c'est le fait que on a parmi les sous-espaces vectoriels de dimension k, on va dire, ici on va mettre sur les sous-espaces vectoriels de E, je vais l'écrire comme ça, hein. Donc ça, on prend un espace E, et on regarde ces sous-espaces vectoriels de dimension k. Et on va dans n-k, mais pas de E, on va aller dans le dual E étoile. Et là, vous savez qu'à F, on lui associe F orthogonal, d'accord, qui est bien de dimension n-k, d'accord, voilà. Et donc ça, l'orthogonalité, c'est une involution, c'est-à-dire que si on veut retrouver F, il faut reprendre l'orthogonale. Et donc, ici, on a une bijection, et c'est cette bijection qui explique cette égalité. Vous voyez, c'est ça qui est derrière. Donc, voilà, ça fait partie du plaisir de la combinatoire quantique, c'est-à-dire de calculer des choses qui sont purement combinatoires, et d'essayer de deviner à quel point ces choses sont les ombres de quelque chose qui se passe dans les structures, hein, parce que, bon, ça c'est des nombres, c'est un peu, bon, d'accord, il y a une addition, il y a une multiplication, mais c'est quand même assez déstructuré, alors que là, il y a beaucoup plus de structures. Alors, il y a
il y a une structure d'espace vectoriel, il y a des sous-espaces vectoriels, il y a la dualité, etc. Il y a une certaine structure, une certaine rigidité, et quelque chose de... Et le fait que derrière ces égalités, on puisse deviner des choses plus profondes, c'est un jeu assez intéressant de la combinatoire. Voilà. Maintenant, on va regarder l'espace des matrices MMN de K, et dedans, l'ensemble des matrices de rang R. En fait, pour les matrices de rang R, le théorème qui est le théorème principal à la fois d'algèbre linéaire et de théorie des groupes, c'est que on a une action de GLM de K, croix GLN de K, il agit sur M, N de K. Alors, comment? Ici, on prend une matrice P inversible de taille M, Q inversible de taille N. On prend une matrice A de taille Mn, et on vérifie, bon, à gauche, ça va être lié aux lignes, c'est pour ça qu'il y a le M là et le M là, et à droite, ça va être lié aux colonnes. Si je laisse ça comme ça, effectivement, je tombe sur une matrice, mais je ne tombe pas sur une action. C'est-à-dire que vous allez voir que, alors ici, ça c'est un groupe, donc ça, j'en ai pas parlé, mais ça c'est bien un groupe pour la multiplication, hein, P1, Q1 fois P2, Q2 est égal à P1, P2, Q1, Q2. D'accord? On vérifie que c'est bien un groupe, ça s'appelle le produit direct de ces deux groupes-là. Et quand on va regarder l'élément neutre du groupe, ben c'est l'identité de M, l'identité de N, évidemment, vous en doutez. Maintenant, quand on va regarder cette action-là, on va voir que ce n'est pas une bonne action. Le premier axiome, c'est-à-dire que l'identité point X égale X, ça va marcher, mais le deuxième, ça ne va pas marcher. Le fait que G' point G point X égale G' G point X, malheureusement, ça ne va pas marcher. À gauche, ça va marcher, mais à droite, ça ne va pas marcher. Par contre, si on met -1 ici, et je peux le faire parce que c'est inversible, alors ça va compenser l'erreur et ça va donner une véritable action. Bon. Alors maintenant, voilà, on a donc bien une action de ce groupe, qui est bien un groupe, sur là-dessus. Et maintenant, quelles sont ces orbites? Ben, c'est encore un théorème qui est bien connu, donc qui dit que... alors oui, j'ai oublié de vous dire que cette action s'appelait l'action de Steinitz, et cette action de Steinitz, elle est derrière le théorème. Donc maintenant, regardez le théorème, deux matrices sont équivalentes, je vous rappelle, si et seulement si elles ont même rang. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Alors, équivalente, ça veut dire que il existe P et Q là-dedans, donc A et B sont équivalentes, si B peut s'écrire comme ceci. Alors, qu'on mette le -1 ou pas, ça revient au même. Quitte à changer Q en son inverse, on peut se ramener à Q égale -1. Donc, deux matrices sont équivalentes, si et seulement si elles ont même rang. Donc, A et B, deux matrices là-dedans, sont équivalentes, si et seulement si le rang est égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dit autrement, donc c'est une façon alternative de dire les choses, c'est que comment dire, A et B sont dans la même orbite,
pour l'action de Steinitz. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il existe P et Q tel que ça va être égal à B, donc ça va être égal à B, voilà, c'est la même orbite, si et seulement si le rang de A est égal au rang de B. Alors, on a vu que un groupe, quand il agissait, c'était une machine à partitionner l'ensemble ici. Ben, quelles sont les partitions? Ben, c'est les partitions par le rang. Donc les orbites, ça veut dire, une autre façon de dire, donc les orbites de l'action de Steinitz sont classifiées par le rang. Voilà. Alors, maintenant, ça veut dire que une orbite, on va pouvoir dire que on va appeler les orbites O indice R. Et maintenant, c'est quand on veut calculer les matrices de rang R, le cardinal de l'ensemble des matrices de rang R, ça va être tout simplement le cardinal de ce groupe-là, GLM de K croix GLN de K, sur le stabilisateur d'une matrice qui va avoir une forme normale, une forme qu'on aime bien, et qu'on va donner tout de suite. Je vous laisse l'imaginer. Voilà. Maintenant, quelle est la matrice de rang R qui va être la plus simple, d'accord, à manipuler? On la connaît, c'est la matrice que je vais appeler I indice R, avec R1 sur la diagonale. Alors c'est des matrices rectangulaires, hein, donc je parle de la diagonale, c'est pas une vraie diagonale, ça n'existe pas hein, ici. Donc ici on va avoir une diagonale qui part de en haut à gauche, et le reste je vais mettre des zéros, et ici je vais mettre R1 pour qu'elle soit bien de rang R. Donc c'est intéressant de la mettre par bloc. Ici, bon, je devrais l'appeler IR MN, d'accord, parce qu'elle est de taille. Et ici, c'est la matrice carrée IR, 0, 0, 0. Donc, c'est ça dont on va chercher le stabilisateur, parce que c'est la plus simple. Et donc, on va chercher le stabilisateur, donc on va chercher des matrices P et Q qui stabilisent cette matrice-là. Et qui sont dans le groupe, ici, donc avec P inversible, Q inversible. En fait, ça va se faire un petit peu en deux temps. Un premier temps, on va chercher à résoudre cette équation, et un deuxième temps, où on va restreindre, comme on avait fait tout à l'heure avec les grassmanniennes, on va regarder juste les éléments inversibles. Alors, bon, c'est un calcul qu'on va peut-être abréger, mais il faut que P, I, alors P, alors justement, comme I, cette matrice s'écrit très bien comme ça, je vais l'écrire déjà par bloc. P, je la cherche par bloc, A, B, C, D, et Q, je la cherche par bloc aussi, A', B', C', D'. Alors, quel bloc? Les blocs qui vont aller avec ça. C'est-à-dire que A est une matrice de taille R, D est une matrice de taille carrée, hein, A et D sont carrés, de taille M moins R, ça c'est de taille R, ça c'est de taille N moins R, et ça c'est les rectangles qui vont rester. Donc ici il y a moins 1 égale IR 0, 0, 0. Alors ça, je vais vous imaginez que c'est monstrueux à calculer, ce moins 1. Je vais tout de suite le passer de l'autre côté. Et ici, je vais écrire ça, IR 0, 0, 0, égale
IR 0, 0, 0. A', B', C', D'. Alors, je vous laisse faire ce calcul. Là maintenant, tout est prêt pour que vous le fassiez vous-même. Il faut développer par ce qu'on appelle le calcul par bloc. Et en fait, vous allez tomber sur A égale, donc A' égale A égale A', quand vous allez identifier. B égale 0. Et puis, c'est-à-dire que cette matrice va être diagonale, va être, triangulaire par bloc, supérieur, et C' égale 0, c'est-à-dire que cette matrice-là, la matrice Q, est triangulaire par bloc, mais cette fois-ci inférieure. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à regarder les conditions d'inversibilité, mais étant donné qu'on a un 0 là, la condition d'inversibilité revient à dire que les blocs, ici, encore une fois, comme tout à l'heure, sont inversibles. Donc ici, il va falloir que ce soit inversible, inversible, inversible. Donc, on conclut que le stabilisateur, ici, on va avoir A, c'est GR. Ensuite, D, c'est G, M moins R. Ensuite, C c'est quartier libre, on a dit. C'est Q puissance. Alors, combien on a? Des lignes, on en a R. Et des colonnes, on en a M moins R. Ensuite, A', il est déjà fixé, puisque A égale A', donc rien du tout. D'accord? D', c'est G puissance N moins R, c'est un bloc diagonal, d'accord? De taille N moins R. Et puis, ensuite, il nous reste B', qui est de taille, c'est un rectangle, quartier libre. Ah oui, donc j'ai peut-être oublié de dire que comme C' était égal à 0, c'est exactement pareil qu'ici, comme C' est égal à 0, A' et D' doivent être inversibles par le déterminant par bloc, et maintenant B', ça va être N-R pour les lignes et R pour les colonnes. Voilà, on a le cardinal du stabilisateur. Donc, en théorie, ça nous fait un gros calcul. Donc, reprenons. Les matrices de rang R forment une seule orbite pour l'action de Steinitz à cause du théorème qui dit que deux matrices sont de même rang si et seulement si elles sont équivalentes. Du coup, ça nous permet de calculer le cardinal de l'ensemble des matrices de rang R à partir du groupe qui agit et du stabilisateur d'un élément de forme normale et qu'on vient de calculer. Donc maintenant, ce groupe-là, c'est le groupe produit, donc le cardinal c'est le produit, c'est Gm fois Gn, ce qu'on a appelé ça. Et ici, on va avoir, alors on va essayer, on avait trouvé G indice petit r, G indice M moins R, Q puissance R, M moins R, ensuite G indice N moins R, et Q puissance N moins R, R. Voilà. Donc, en théorie, on a trouvé le résultat. Vu comme ça, ça a l'air d'être une fraction rationnelle en Q, puisque ça c'était des polynômes, les G c'était des polynômes en Q. En fait, il y a des tas de simplifications, un petit peu comme dans la combinatoire classique, quand vous prenez factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k, ça a l'air d'être un rationnel, mais en fait ça se simplifie et c'est un nombre entier. Là c'est pareil, c'est à la fin on va trouver un polynôme, c'est assez intéressant. Mais maintenant, plus intéressant que ça, plus intéressant, c'est que OR, regardez, je vais faire une petite astuce, juste je vais mettre GM
sur GR, GM-R, QR, facteur de M-R. Et je vais faire apparaître ici GN sur, alors il n'y a pas GR, donc je divise quand même par GR pour la symétrie de la formule, hein, donc je crée une symétrie artificielle, ici j'ai G N-R, Q N-R facteur de R, voilà, et multiplié par GR pour compenser la symétrie artificielle que j'avais créée. Alors, si on doit regarder par rapport à ce qu'on a dit juste tout à l'heure, bah, ça veut dire que OR, c'est le cardinal de la grassmannienne. Ça ici, on avait vu que c'était la grassmannienne RM. Ça, c'est la grassmannienne. Bah, vu comment c'est présenté, je pourrais mettre R, N, mais je vais mettre N moins R, N, 2K, hein, et fois GR. Voilà une formule assez jolie qu'on va essayer de faire parler. Voilà la formule donc du nombre de matrices de rang R dans Mn de K. Mais cette formule est trop jolie pour rester comme ça muette. Et c'est la partie probablement la plus intéressante de la combinatoire quantique, c'est-à-dire de voir une formule et d'essayer de la faire parler. C'est-à-dire que ça, c'est comme des indices, hein, dans une affaire policière, et essayer de reconstituer les faits à partir de traces et de petits indices comme des petits cailloux que le petit poussé aurait laissés, et essayer de faire parler et puis de reconstituer une situation plus réelle. Voilà, le héros est en train d'arriver. Alors, maintenant, on va se dire que c'est quoi ça? Ça, c'était des matrices. Mais des matrices, derrière la matrice se cache une application linéaire. Donc ici, c'est une application linéaire de rang R. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un sous-espace. Alors, elle est de rang R, c'est une application linéaire, excusez-moi. Donc de Kn, donc on part des colonnes et on arrive sur les lignes, hein, donc c'est de Kn dans Km. D'accord? Là, on a un sous-espace de Km. Là, on a la grassmannienne ici, donc ici un sous-espace de Km de dimension R. Ici, on a un sous-espace de Kn de dimension N-R. Voilà, hein, d'accord? Si on essaye de faire parler tous ces objets, voilà ce qu'ils disent. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Bah, lui, c'est un automorphisme, c'est un automorphisme de Kr. D'accord? Voilà, ils ont tout dit. Maintenant, il faut réfléchir. Comment, à partir d'une application linéaire, une égalité, d'accord, c'est une bijection. On n'a pas fait parler l'égalité. L'égalité, ici, c'est une bijection. Alors, ça veut dire qu'il y a une bijection entre des applications linéaires de rang R, de Kn vers Kn, avec un triplet constitué d'un sous-espace de dimension R, d'un sous-espace de Kn de dimension N-R et d'un automorphisme de Kr. Eh bien, oui. Allons-y. On a une application ici qu'on va appeler phi. Elle est de rang R. Qu'est-ce qu'on va lui associer? Bah, ici, forcément, l'image de phi.
qui est bien un sous-espace de Km, c'est-à-dire l'image, de dimension R. Ben là, vous avez compris la formule du rang. D'accord? La formule du rang nous dit que le noyau de phi, d'accord, est de dimension n-r, c'est un sous-espace de Kn de l'espace image. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet automorphisme? En fait, si vous cherchez un automorphisme, vous n'allez pas forcément le trouver facilement. En revanche, ce qui est naturel, c'est que à phi, on associe un isomorphisme qu'on appelle l'isomorphisme canonique, ça vous l'avez vu assez souvent, qui va de l'espace d'arrivée, de départ quotienté par le noyau vers im de phi. Et ça, c'est bien de dimension R, et ça, de dimension R. Et c'est un isomorphisme. Donc, en fait, ce n'est pas un automorphisme qu'on avait là, mais c'était un isomorphisme d'un espace de dimension R dans un espace de dimension R. Ce qui revient finalement à compter des automorphismes, puisque ça revient à compter des bases. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on a ici une bijection. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, effectivement, c'est une bijection? Bah, déjà, c'est bien défini. Phi, on peut lui associer son image, son noyau et son isomorphisme canonique associé. Bah oui, ça c'est par passage au quotient. Hein. Donc ça, finalement, c'est l'image, le noyau, le passage au quotient. D'accord? Et l'isomorphisme canonique. Maintenant, est-ce qu'on peut retrouver phi à partir de la donnée quelconque de ces objets-là? Bah, oui, parce que vous prenez ici, vous voulez retrouver, je l'appelle E, je ne sais pas pourquoi, en fait, vous partez de Kn, vous allez dans Km, et ici, bah, vous avez le noyau, donc vous avez le quotient, donc ça, c'est bien défini parce que vous avez le noyau. Donc cette application pi, elle est bien définie. Là, ici, vous avez l'image. Donc vous avez cette application-là, donc celle-là qui est surjective, celle-là que j'indique comme ça qui est injective. Et vous avez cet isomorphisme. Ça, vous l'avez. Alors donc là, pour l'instant, je le mets en pointillé parce que je ne l'ai pas encore. Hein. Donc ça, vous l'avez. Ici, j'ai iota, et phi, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est iota, rond, phi bar, rond, pi. Donc ça y est, j'ai phi, j'ai retrouvé phi à partir de ces trois données. Donc en fait, cette histoire-là raconte juste l'isomorphisme canonique. Alors, encore une dernière histoire autour de cette formule. On peut se poser la question, combien y a-t-il d'applications, donc le cardinal, de l'ensemble des applications injectives, linéaires hein, évidemment, de K, on avait dit N, vers Km. Après on fera pareil avec surjective. Donc en fait, une application linéaire va être injective. Déjà, pour que ce soit non vide, il faut que n soit inférieur à m. D'accord? Et ensuite, injective de n vers m, si et seulement si elle est de son noyau. Phi injective, si et seulement si son noyau est nul. Donc, si et seulement si son rang, ben c'est n. D'accord? Donc, on est en train de chercher le cardinal de ON. Et le cardinal de ON, donc ça va être la Grassmannienne GRNM.
fois la grassmannienne GR0n fois Gn. Et ça, les sous-espaces de dimension 0, il n'y en a qu'un, c'est le vecteur nul. Hein. Donc ici, ça fait GRnm fois petit gn. Voilà le truc. Maintenant, si on fait pareil avec les applications surjectives, alors je vais encore supposer n inférieur à m, et donc je vais changer n en m ici. Alors il faudra faire attention pour changer la formule. Pour garder le n inférieur à m, comme ça n et m ont le même sens, et phi est surjective. Donc ici, hein, il faut bien sûr que n soit inférieur à m pour avoir quelque chose de non nul, et phi est surjective si et seulement si le rang de phi est égal à m. Est égal à n. Voilà, et donc on recalcule au n, et on a la grassmannienne GRnm fois, toujours pareil, 1 fois Gn. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la même formule, c'est-à-dire qu'il y a autant d'applications injective d'un espace de dimension n vers un espace de dimension m que d'application surjective d'un espace de dimension m vers un espace de dimension n. Alors je vous laisse juste réfléchir, puisque c'est ça le vrai jeu, c'est que quand on voit comme ça des égalités, qu'est-ce qu'elles veulent dire derrière? Tout à l'heure, il y avait l'orthogonalité, là, c'est ce qu'on appelle, c'est encore la dualité, hein, c'est ce qu'on appelle la transposée. C'est-à-dire qu'on a une application, quand on va à des applications linéaires de E dans F, et on peut aller des applications linéaires de F étoile dans E étoile, qui à phi associe ce qu'on appelle la transposée, d'accord? Donc la transposée, hein, elle est de phi à une forme linéaire. Ça va associer donc à une forme linéaire U. On va associer U rond phi. Voilà. Donc ça c'est phi transposé, et ça, il se trouve que cette transposée, c'est encore une involution comme l'orthogonalité, et ça va établir ici un isomorphisme, là ici, et si ici on a quelque chose d'injectif, on sait que ça transforme le noyau en l'image, etc., etc., et on sait que ça transforme l'injectivité en surjectivité. C'est-à-dire que toute application injective, on lui associe de façon bijective, par une bijection, une application surjective et inversement. Donc il y a autant d'injections que de surjections. Donc cette égalité vient juste de la dualité. D'ailleurs, si vous regardez ça, cette fois-ci dans la théorie des ensembles, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de dualité en tout cas pas cette dualité-là, dans la théorie des ensembles. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le nombre d'injectifs, d'accord, vous avez ce qu'on appelle des arrangements, hein, le nombre d'applications injectives d'un ensemble à, on va dire, n éléments vers un ensemble à m éléments, c'est les arrangements de n éléments dans n éléments. Donc ça, c'est une formule très très classique. Maintenant, le nombre de surjections, ça se fait avec la formule du crible. C'est une formule nettement moins classique, beaucoup plus impliquée, beaucoup plus difficile, et c'est pas égal, c'est pas la même chose. Alors que là, on a égalité dans le cadre
ici des espaces vectoriels. Moralité, dans les espaces vectoriels, il y a une dualité, ça vaut le coup d'aller dans les espaces vectoriels, même si on a des problèmes dans les ensembles, d'accord, d'aller se balader dans les espaces vectoriels, on récupère une dualité qu'on n'avait pas dans les ensembles.